Alors, aujourd'hui, on a réussi à faire une belle conférence avec 4 intervenants de renom international sur un sujet qui intéresse beaucoup de nos chirurgiens français sur les traitements des atrophies maxillaires postérieures à l'aide du bondapatite. Je remercie en priorité Dr Amos Yahav, le fondateur de Ogma, qui aujourd'hui a créé une réelle révolution en termes de chirurgie orale et qui permet à tous nos chirurgiens de pouvoir faire des chirurgies non invasives et de changer et de faire que ce produit soit excellent au quotidien et d'apporter les modifications qu'il faut dans le quotidien pour que ce soit toujours meilleur. Merci, docteur Baranès, de votre suivi au quotidien et de vos WhatsApp qui aident tous nos chirurgiens et qui répondent à leurs questions au quotidien. Docteur Berg, je vous remercie aussi de votre participation à tous ces webinaires. Monsieur Ramiro d'Espagne, bravo d'être là parmi nous et de nous donner votre savoir voilà. Merci beaucoup à tous. Je vais laisser la parole au docteur Yahav qui va commencer son sujet. Peut-être Stéphane, tu veux présenter le docteur Amos Yahav? Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, j'assurerai la traduction de la conférence du docteur Yahav. Le docteur Yahav est DMD, il est le fondateur et le créateur d'Ogma. Après 15 années de recherche et développement, l'Ogma Bond et le Bond apatite ont pu être mis en place et ont reçu les agréments FDA et les agréments CE à partir de 2009 et 2012. Le docteur Amos Yahav a reçu le prix Edison de l'innovation en 2019, ce qui est une reconnaissance de la profession. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le docteur Amos Yahav se consacre à la recherche et à la distribution de l'Ogma Bond apatite, qui est aujourd'hui distribué dans plus de 35 pays. Dr. Amos Yahav, c'est un honneur. It's an honor for me to translate your lecture. C'est un honneur pour moi de faire la traduction de votre conférence. Nous vous écoutons avec beaucoup de plaisir. Please, it's yours. Thank you very much, Dr. Stefan. And thank you all for being with us today. And unfortunately, I cannot speak French. I understand a little bit, but I cannot speak French. Merci, merci à tous d'être avec nous. Merci à tous d'être avec nous. Malheureusement, je ne parle pas suffisamment bien l'anglais et le français, et je ferai donc ma conférence en anglais. The topic of my presentation, this is my part in this panel, is to speak about bond apatite in sinus lift. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est de parler du bond apatite, de l'utilisation du bond apatite dans les soulevés de sinus. We will show the biological activity, how is reflected in the radiographic appearance. Nous parlerons de l'observation de l'activité biologique du bond apatite dans l'observation radiographique. With traditional grafting, we are talking about integration. Therefore, avec les greffes traditionnelles, nous parlons d'intégration. Cependant, all the time we're going to see it radio-opaque. Mais nous voyons cela de façon radio-opaque. Yes. However, with bond apatite and biphasic calcium sulfate, we are talking about regeneration and replacement of the graft into the patient native bone. Cependant, avec le bond apatite, nous parlons de régénération et we are talking about regeneration. Nous parlons de régénération and complete replacement et de remplacement. Yeah. Therefore, we're going to see it as well in the radiography. Et ceci, nous le voyons de la même façon au niveau radiographique.
this is something that we are not used to see. C'est quelque That's chose à laquelle why I'm giving my nous... lecture here. Et c'est le sujet de ma conférence aujourd'hui. For example, first, I would like to thank Dr. Baranes for sharing with me his cases, and I will present it on these cases. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le docteur Baranes pour la publication de ces cas et me permettre de vous en faire profiter. For example, here we have a sinus that we have about 3 millimeters, something like that, at the crestal level. Dans ce cas présent, nous avons un sinus d'un niveau de 3 à 4 mm au niveau du plancher du sinus. And after sinus lift with bond appetite, this is how it looks after 4 months. Et voici comment cela se présente après 4 mois, après une greffe au bond d'apathie. For someone of us who is not familiar with this radiography, he might think that we don't have bone here. Pour quelqu'un qui n'est pas familier et qui n'a pas l'habitude de ce type d'analyse radiographique, nous pensons que nous avons de l'os à ce niveau-là. But actually, it's the process of transformation into the patient on bone. Mais en fait, il s'agit du processus de transformation et nous n'avons plus de bond, excusez-moi, nous n'avons plus de bond, mais c'est le processus de transformation du bond en os à ce niveau-là qui apparaît. What we can see is in the outer part, ce que nous voyons already the bone is start to calcified, and here it is the osteoid before a final calcification. Alors, ce que nous voyons dans la partie supérieure, c'est de l'os qui est déjà calcifié, et dans le corps, c'est-à-dire à l'intérieur de cette partie, nous voyons un processus de calcification en cours. But is it a bone? Est-ce que c'est de l'os? Here we can see 6 months post-implant placement. 6 mois après la pose des implants. And you can see that there is absolutely no difference between the bone that was at the beginning and the new bone that was formed. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de différence entre l'os initial et l'os néoformé. There is no line that separates the graft from the old bone. Il n'y a pas de ligne de séparation claire entre l'ancien os et l'os néoformé. And we can see a very nice trabecular form of the new formed bone. Et nous pouvons voir l'aspect trabéculaire au niveau de l'os néoformé. And this is something that is very well documented in the literature, that's showing how calcium sulfate transforms into the vital bone of the patient. C'est quelque chose qui est parfaitement bien documenté dans la littérature actuelle, la transformation de l'os, de la transformation du bone d'apatite en os néoformé du patient. Authors like De Leonardis and Pecoras and many others show how calcium sulfate transforms completely into the patient on bone, improve the angiogenesis and the osteogenesis. De nombreux auteurs, comme Leonardis, Di Pecora, ont montré et ont publié à ce sujet sur la transformation de l'os. The advantages that calcium sulfate has the ability to promote angiogenesis and osteoblastic activity. Les avantages du bone d'apatite sont justement de transformer par l'angiogénèse, de transformer by the angiogenesis, actually. Angiogenesis and osteogenesis. Donc de transformer à la fois par l'angiogénèse, c'est-à-dire la croissance vasculaire, et par l'ostéogénèse, la transformation du bone d'apatite en os trabéculaire. This is the second case. Deuxième Here cas. we can see that also we have about 2 millimeters, not more. Nous avons 2 mm, pas plus, d'os au niveau du plancher du sinus. After 4 months, Après you can see the same image that was before. Vous pouvez voir la même image que ce que nous avions lors du cas numéro 1.
for those of us who are not used to see, they might think that maybe there is nothing here. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'analyser ce type de radio, ils vont imaginer qu'il y a un vide, qu'il n'y a pas au niveau central de matière. And 7 months post-op, we can see that same trabecular form as the old bone that was here. À 7 mois post-opératoire, nous pouvons voir qu'il y a la formation d'un os trabéculaire à ce niveau-là. Because this is the time that take the bone to model herself and to remodel herself. C'est le temps nécessaire à l'os pour se modeler d'une part et pour se remodeler d'autre part. Another case, a 70 years old female. Of course, when it's a young guy, it's faster. When it's an old guy, it's take a little bit more. Cas numéro 3, il s'agit du cas d'une dame de 70 ans. Évidemment, cela joue lorsque le processus est plus rapide lorsqu'il s'agit d'une personne jeune que d'une personne plus âgée. And also here we see about 2-3 millimeters, no more. Nous avons ici pas plus que 3 mm. And after 4 months, the same image. Après Okay. 3 mois, nous avons la même image. And take a look here. It's look awful. It's look like there is nothing here. Regardez à ce niveau-là, nous ne voyons rien du tout. It's the process of transformation and calcification. It takes time. C'est le processus de transformation et de calcification. And here after 7 months, we Après, can see the bone. après 7 mois, nous pouvons voir l'os. Mhm. Also here, for example, okay? Cas And numéro here 4. we can see the same trabecular form. There is no line that limits between the graft and the old bone because everything is the patient own bone. It's not integration, it's regeneration. Cas numéro... Après 7 mois, nous n'avons pas d'intégration osseuse, mais nous avons une régénération osseuse. Et l'os apparaît. This is another case, 65 years old male. Cas suivant, homme de 65 ans. 65 years old male. Can you hear me? Homme de 65 ans. Oui, oui, I can hear you, Amos, I can hear you. Okay, okay. And here, it's after 5 years post-op. Et voici le cas après 5 ans post-opératoire. That looks amazing. This is bone. C'est absolument incroyable. On a And it's very vital. c'est de l'os. And it's very vital. Et c'est un os vital et réactif. So conclusion. The radiographic appearance reflect the regeneration process and transformation of bone apatite into vital, trabecular, and lamellar bone. En conclusion, l'aspect radiographique reflète véritablement la régénération, le processus de régénération et de transformation du bone d'apatite en un os vital, trabéculaire et un os lamellaire et corticalisé. And after the stage of bone modeling, the bone remodeling and maturation is in continuation process. Après la première étape de modelage osseux, l'étape suivante de maturation et de remodelage osseux est un processus qui continue et qui est un processus continu. That's what leads to long-term behavior, which is predictable and stable. Ceci nous amène à conclure que le comportement à long terme est prédictif et stable. And later on, you will see my colleague, how they will present their cases. Vous pourrez le voir sur les conférences qui vont suivre de la même façon. Docteur, j'aurais une petite question, si vous voulez bien, Stéphane, à poser au docteur Amos. C'est la question qui revient souvent parmi nos confrères. C'est tout simplement quel type d'os
nous allons trouver lorsque nous perforons et nous voulons mettre notre implant et à quelle date eh bien, il préconise de mettre l'implant après un relevé de sinus par voie latérale à l'aide du bande apatite. Okay, Dr. Yahav, here we have a question from Dr. David Baranes. What type of bone will be after the remodeling process at the moment of the drilling on the implant placement, and how many time should we wait before the process will allow us to perform the implant placement? After 3 months, something like that, we might find there type 4 plus. Après 3 mois ou à peu près, nous allons trouver un os de type 4. That's why I don't recommend to place an implant after 3 months. Voici pourquoi c'est la raison pour laquelle je ne recommande pas de poser les implants avant 3 mois ou au moment des 3 mois. After 5 to 6 months, we might find type 3, type 2 bone. Après 5 à 6 mois, nous pouvons trouver un os de type 2, type 3. Yes, mostly type 3, and it's also depend on the age of the patient. Plutôt du type 3, mais cela va dépendre bien évidemment de l'âge du patient. OK. Merci. Thank you. Très bien, Dr. Yahav, merci beaucoup. Thank you very much. Après cette conférence extrêmement intéressante, merci beaucoup. Je vais moi-même prendre la parole et parler alors attendez juste un instant, de l'intérêt et de l'apport et de l'utilisation du sulfate de calcium biphasé dans le traitement des atrophies maxillaires. Mais juste avant, j'aimerais remercier la team Ogma, bien sûr, et son fondateur, le Dr Amos Yahav, ainsi que le staff d'Ogma France, son distributeur, Alexandre Lévy, et son directeur scientifique, le Dr David Baranes, pour me donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Alors, la bourse sous sinus. Juste une petite aparté pour vous introduire aussi, Dr Berg. Vous êtes diplômé de Paris 5. Vous êtes également en activité libérale en chirurgie implantaire sur votre activité en exclusivité, en implantologie. Vous avez une activité de parodontologue et vous avez maintenant à peu près 5 ans dans Ogma, je crois, en termes de chirurgie. C'est ça, absolument, absolument, tout à fait. Et j'ai eu l'opportunité de commencer justement assez tôt en France l'utilisation de l'Ogma avec une activité, comme vous l'avez dit, fortement tournée vers l'implantologie et la chirurgie. Et c'est justement pour ça que je peux aujourd'hui parler d'abord sous-sinusien en chirurgie classique, parce que en chirurgie classique post-extractionnelle ou en chirurgie préimplantaire, l'abord sous-sinusien est un challenge fréquent. Je pourrais même dire presque quotidien dans nos consultations. Et l'apparition de nouveaux matériaux de biocomblement comme le sulfate de calcium biphasé permet une ossification post-extractionnelle du site et son exploitation ultérieure à visée implantaire. Alors, n'oublions pas que nous devons anticiper la recherche de solutions implantaires dès la prise de décision de l'extraction. Je vais vous exposer à travers différents cas cliniques les opportunités qu'offre le sulfate de calcium biphasé. Les autres conférenciers après moi, mes amis, le docteur Ramiro Zeira-Legal et le docteur David Baranes, vous parleront d'autres techniques encore, et c'est d'autres techniques et méthodes qui sont rendues possibles et abordables à tous par l'exploitation de ce nouveau matériau. Alors, voici ce qui est classiquement admis. C'est en anglais, je vais le reprendre en français. Après l'extraction et le comblement alvéolaire avec l'Ogma bande d'apatite, sachant qu'on peut profiter de cette phase de comblement pour corriger
un éventuel défaut osseux latéral. Donc après ce comblement alvéolaire, nous souhaitons en fait obtenir une fermeture du plancher du sinus. Si nous n'avons pas de fermeture du plancher du sinus, il persisterait une communication bucco-sinusienne qui interdirait toute exploitation ultérieure de la zone sous-sinusienne. Alors, avec une hauteur supérieure à 10 mm, l'implantation est possible, tout simplement. Si la hauteur du plancher sous-sinusien, la hauteur du plancher sinusien est inférieure à 10 mm, mais supérieure à 4 mm, nous pouvons aller à ce moment-là vers un sinus lift fermé, crestal, closed sinus lift, avec un placement implantaire, avec une pause implantaire immédiate pendant la même intervention. Par contre, si le plancher du sinus est inférieur à 3 mm, nous devons, alors je devrais dire nous devions, parce que vous allez pouvoir voir que les choses évoluent, nous devions procéder à un comblement de sinus par voie latérale dans un premier temps, avec un comblement partiel. Mais vous allez voir que cela change un petit peu dans les conférences qui vont suivre. Alors, la même chose en image, pour bien expliquer le principe. Première étape, si nous avons un plancher supérieur à 10 mm, nous pouvons implanter directement. Si le plancher reconstruit est de 10 mm, nous pouvons également faire réaliser notre pose implantaire immédiatement. Si, cas numéro 3, le plancher du sinus est supérieur ou est, on va dire, à 4 mm, nous pouvons envisager la pose de l'implant avec un sinus lift crestal par voie fermée, technique de Summers. Mais dans le cas numéro 4, nous sommes obligés d'aller vers un sinus lift par abord latéral, puis dans un deuxième temps, nous pouvons à ce moment-là implanter, mais 6 mois après, 5 à 6 mois après. Alors, voyons le premier cas clinique. Un premier cas clinique, un homme de 54 ans qui présente des abcès récurrents en 16 et 17, et nous allons le voir, ces abcès vont entraîner une communication bucco-sinusienne. Le plan de traitement, on va voir les radios dans un instant, le plan de traitement est classique. Nous allons, dans un premier temps, réaliser l'extraction et la gestion de la communication bucco-sinusienne, c'est-à-dire que nous allons reconstituer un plancher du sinus maxillaire exploitable. Deuxièmement, nous irons vers un comblement partiel du sinus maxillaire par voie latérale pour arriver à une pose d'implant de façon tout à fait classique. Alors, vous pouvez voir que nous allons intervenir en flapless pour la reconstitution du plancher du sinus. Donc, on est sur 16 et 17. Et dans un premier temps, voilà, après l'extraction, il va falloir gérer la communication bucco-sinusienne que nous matérialisons ici directement. On est sur un plancher sinusien extrêmement fin. La première étape va être d'isoler le sinus muqueux avec une simple éponge de collagène de type Pangène. Ceci sert à limiter la diffusion du matériau et à protéger donc le sinus muqueux. Nous allons alors activer la seringue d'hydroxyapatite, d'ogmabandapatite, et injecter l'ogmabandapatite dans un axe qui n'est pas évidemment celui de la communication bucco-sinusienne. Nous allons vers les parois, dans un axe plus latéral, pour éviter toute diffusion. On ne mettra pas trop de pression. On va alors comprimer l'ogmabandapatite avec une compresse stérile, sans mettre trop de pression là encore. Nous ne sommes pas dans un comblement alvéolaire, nous sommes dans un comblement plus spécifique. Il faut faire attention à préserver notre sinus. Il convient alors, avant de terminer l'intervention, de recouvrir le biomatériau par une compresse de collagène, je parle toujours de Pangène, sans l'insérer en dessous des berges gingivales, ça n'est pas nécessaire, puis de suturer, ainsi que vous pouvez le voir à droite,
de suturer avec une suture en treillis de façon à bien maintenir cette éponge de collagène. Aujourd'hui, on peut rajouter encore un pansement polymère, j'en parlerai tout à l'heure. Voici le post-opératoire immédiat, le post-opératoire à 5 mois, où nous pouvons voir la reconstitution du plancher. Alors évidemment, il y a une fonte du matériau, c'est évident, et l'analyse CBCT, on voit que l'on obtient une fermeture du plancher du sinus, mais j'ai très peu de hauteur et je ne peux pas mettre en place un implant immédiatement. Je ne peux pas non plus aller vers un soulevé crestal. Nous allons donc, dans un deuxième temps, aller vers un sinus lift, donc un soulevé de sinus par abord latéral avec comblement partiel. Premièrement, vous le voyez, les éponges, les seringues sont prêtes, elles ne sont pas encore activées, on va en parler dans un instant. Je prévois toujours une membrane résorbable long terme, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez la découpe de la fenêtre osseuse. On peut la faire à la fraise-boule comme ici ou au pizzo. Alors évidemment, il faut savoir que l'effraction de la membrane de Schneider est un risque normal dans ce type d'intervention. Et voilà évidemment ce qui nous arrive. Nous avons une effraction de la membrane de Schneider, comme vous pouvez le voir. On fait souffler le patient et la membrane de Schneider est perforée. Cela ne nous inquiète pas plus que cela. Nous pouvons gérer cette perforation à l'aide d'une membrane collagène résorbable long terme que nous mettons en place, ainsi que vous pouvez le voir. Les seringues d'hydroxyapatite sont activées, tout d'abord une par une. Activées, mais je conserve le bouchon en place pendant 1 minute. Cela me permet d'obtenir un produit qui est beaucoup plus dense et qui ne va pas se répartir trop facilement sur le plancher du sinus. Donc, activation de la seringue, ensuite injection, puis compression à travers une compresse stérile, ainsi que vous pouvez le voir à ce niveau-là. Pour terminer, la fenêtre d'abord osseux ayant été relevée, je n'ai donc pas, et je ne décolle pas, puisque c'est un risque supplémentaire, je ne décolle pas cette fenêtre d'abord osseux, je l'ai relevée pour constituer le toit ou le plancher du nouveau sinus, et donc je vais venir fermer ma fenêtre avec du bond d'apatite de la façon classique, en gardant quelque chose d'assez fluide et souple pour venir fermer la fenêtre d'abord. Les sutures. Et voici le résultat. Nous avons gagné suffisamment d'os. Alors, voici les différents panoramiques au fur et à mesure. Vous voyez que c'est un traitement global. On va également s'occuper du côté en haut à gauche, côté en bas à gauche. On va assainir un petit peu, c'est un processus global. Et nous voyons l'ossification progressive au niveau du sinus pour arriver au contrôle et à la pose des implants. Alors, les résultats avec le CBCT qui est, je pense, dans ce cas-ci, indispensable pour déterminer véritablement la hauteur que l'on a pu exploiter. Je vous propose maintenant de continuer avec un second cas clinique qui est traité différemment. C'est un cas que vous avez peut-être déjà vu, mais vous n'avez probablement pas vu les suites. Patient de 43 ans, adressé avec une infection récidivante en 27, l'avulsion de cette dent va entraîner une CBS, une communication bucco-sinusienne avérée. Par contre, nous allons avoir la chance de pouvoir maintenir l'intégrité des tables osseuses vestibulaires et palatines. Alors, le scanner, il est très facile à lire. Je vous laisse lire les coupes 110, 111 et 112. Nous allons donc avoir une communication bucco-sinusienne, clairement, mais nous allons tout faire pour protéger les tables vestibulaires et la table osseuse palatine. Comment allons-nous traiter ce cas?
Alors, voici un petit schéma et j'en profite pour remercier Alexandre Lévy qui m'a permis de profiter des structures de Dental Group et de Safe Implant avec lesquelles j'ai pu réaliser, notamment Léa, avec lesquelles j'ai pu réaliser ce petit film. Voici la situation initiale. L'extraction va évidemment provoquer l'apparition d'une CBS. Nous allons faire une isolation du sinus, injecter le bande d'apatite, recouvrir par du pangène pour fermer, puis rajouter encore un pansement polymère avec de l'Oraède pour arriver à une fermeture de cette communication bucco-sinusienne. Et voici la chose en clinique. Alors, nous préservons vraiment très très délicatement les corticales vestibulaires et la corticale palatine. Ensuite, je viens isoler le sinus avec du collagène. Vous voyez que je laisse déborder le collagène pour pouvoir rabattre. L'Ogmabond d'apatite est injecté, non pas directement évidemment, mais en prenant appui vers les corticales. Compression du comblement, sans le pousser outrageusement au niveau du sinus, puis je rabats. Alors je reviens un petit peu en arrière, voilà, je rabats l'éponge de collagène, je viens compléter encore et je suture. Nous sommes en flapless. Voici ce que nous avions sur les coupes 110, 111 et 112 avant. Et voici après quelques mois le résultat au niveau des coupes 110, 111 et 112 avec une hauteur récupérée à 5 mois de 11,7 mm. Donc à 6 mois, nous pouvons poser l'implant. C'est un implant sur cam classique que j'utilise classiquement, un type S qui est très agressif au niveau du filetage. Voici le résultat avec une reconstitution osseuse totale. À 5 mois, nous allons procéder à la réouverture, tout à fait simple. Je montre assez peu de cas prothétiques, mais après tout, c'est l'occasion. Je vais passer assez vite, réouverture, empreinte, par transfert ciel fermé. Un petit truc, positionnement, parce que c'est difficile d'aller positionner un moignon sur une 7. Positionnement avec un guide, vissage à la clé à 28 newtons après contrôle de l'occlusion. Pose avec un ciment que j'affectionne qui est le S-Temp, qui est un ciment spécifique justement pour la pose des couronnes sur implant. Et mise en fonction. Et voilà ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après reconstitution, je vous ai remis les scanners pour qu'on se rappelle bien, qu'on se remémore bien la situation initiale. À 24 mois, là je suis 24 mois après la pose de la couronne, à 24 mois, vous pouvez voir que l'os est parfaitement remanié et que l'implant est parfaitement intégré. Quant au sinus, il n'y a plus aucun signe inflammatoire au niveau du sinus. C'est un CBCT de contrôle 24 mois. Alors, je n'ai pas fait le CBCT pour contrôler ça. On est sur l'autre côté maintenant, au niveau de la 46 qui nous a lâché. Mais j'en ai profité pour prendre un CBCT grand champ et voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de cette dent. Je vous propose de passer à un troisième cas clinique. Alors, ce cas est intéressant parce que je ne vais pas aller vers l'implantologie. Mais l'intérêt du sulfate de calcium biphasé ne se résume pas qu'au traitement pré-implantaire. En l'occurrence, cette femme, non-fumeur, 71 ans, a subi un traitement et est en traitement sous biphosphonate. Alors, nous savons tous que les pertes dentaires osseuses de l'os alvéolaire sous biphosphonate sont très difficiles à gérer, très complexes. Il y a plusieurs report cases qui ont été faits. Je pense à un cas notamment du docteur Janissé qui a récupéré un cas qu'elle avait mis sur le WhatsApp. Et donc, ce sont des infections récurrentes, ce sont des pertes osseuses, des séquestres osseux extrêmement impressionnants. Et apparemment, effectivement, on arrive à des très bons résultats avec l'Ogmabond d'apatite. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors là, nous avons à gérer un kyste circonférentiel extrêmement important avec une mobilité axiale. Et nous savons que l'avulsion de 7,25 va entraîner une CBS.
Comment gérer à la fois la perte osseuse et comment gérer la reconstitution du plancher du sinus, sachant que nous avons un risque avéré de complications avec les biphosphonates. Nous n'envisagerons pas de traitement implantaire dans ce cas-là. J'interviens en tant que dentiste praticien, enfin chirurgien référent. Je n'ai donc pas le cas fini. Hein. Alors, voici le cas. J'ai demandé au correspondant de réaliser les traitements de racines et vous voyez que le kyste est tout à fait énorme. Nous voyons aussi à ce niveau-là qu'il y a une perforation vestibulaire. Donc, il va falloir en tenir compte. C'est quelque chose d'assez impressionnant. La dent est mobile dans tous les plans, dans tous les axes de l'espace. Évidemment, voici comment ça se présente avec une perforation vestibulaire assez importante. Et puis, vous pouvez le constater, la photo est là pour le montrer, une perforation osseuse et puis une communication au niveau du sinus muqueux également. Nous allons donc remettre en œuvre le protocole que je vous ai exposé tout à l'heure, avec d'abord une isolation du plancher du sinus avec du pangène, puis l'injection, après activation classique, l'injection de l'ogmabond d'apatite, sans être dans l'axe évidemment de la communication bucco-sinusienne, injection et compression avec une compresse pour arriver finalement à un recouvrement. Alors, dans ce cas-là, j'ai fait un lambeau plus large. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un lambeau beaucoup plus large puisque je voulais gérer la fenestration vestibulaire. Nous arrivons donc à ce stade-là où la compresse de pangène va me servir à fermer encore une fois le site avec des sutures assez simples. Et puis, là, nous allons profiter de l'utilisation du pansement Oraed, un pansement polymère, pour préserver la plaie. Alors, je vous rappelle que nous sommes sous biphosphonate, et voilà à 8 semaines l'aspect de la plaie. Alors, nous avons effectivement un léger pincement vestibulo-palatin, mais la plaie est parfaitement propre. Voici le scanner post-opératoire. Je n'ai pas pris de CBCT à 8 semaines, on avait un bon scanner, on avait un bon résultat, je n'ai pas de raison d'aller irradier la patiente inutilement, ça pourra se faire, le contrôle pourra se faire simplement avec un panoramique de contrôle régulier. Voilà. La reconstitution prothétique restera classique, encore une fois, cette patiente est sous biphosphonate et son état nous interdit d'envisager la pose d'un implant. Je vous propose de passer à un quatrième et dernier cas qui concerne une femme de 55 ans, non-fumeur, qui souhaite le remplacement de 16 et 17. Alors, la hauteur du plancher sous-sinusien, dans ce cas, est mesurée à moins de 1 mm. C'est ce qu'on appelle un sinus en coquille d'œuf. L'abord va être... Pour moi, l'abord dans ce cas-là est forcément un abord classique, c'est-à-dire un abord par voie latérale. Je ne peux pas tenter l'abord crestal, je n'aurai pas de stabilisation de l'implant. Et nous allons donc faire un abord tout à fait classique. Vous pouvez voir également que c'est un cas global. Alors, nous allons dégager la corticale, puis refouler la masse osseuse corticale. Vous pouvez le voir à ce niveau ici. Nous le refoulons de façon à avoir un appui. Et vous pouvez voir qu'ici, nous n'avons pas de perforation du sinus. Les mouvements de respiration sont tout à fait classiques. Et nous allons pouvoir procéder au comblement sinusien. Le comblement sinusien se fera selon le protocole que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec activation de la seringue d'ogmabond d'apatite. On laisse la seringue d'ogmabond d'apatite bouchée pendant 1 minute, de façon à avoir un ogma qui est un petit peu plus dense que d'habitude. Je viens ensuite injecter, puis comprimer le produit, le mener là où je souhaite l'avoir. Évidemment, je l'injecte
de haut en bas pour avoir un appui au niveau du plancher. Je n'injecte pas vers le sinus muqueux. Je fais alors une compression à travers une compresse et pour venir finalement, après comblement, pour venir finalement fermer la fenêtre d'abord avec une seringue d'ogmabondapatite utilisée de façon classique. Il convient alors de replaquer la gencive et de faire des sutures tout à fait classiques. Voici le résultat avec un comblement qui est assez dense. J'ai remis le CBCT pour que vous rappeliez le type d'os que nous avions, donc moins d'1 millimètre de sinus. Encore une fois, il s'agit d'un cas global. Et à 6 mois post-opératoire, nous avons pu mettre en place les implants, ainsi que vous pouvez le voir. Je vous remercie de votre attention. J'écoute s'il y a des confrères qui ont des questions, je me tiens à votre disposition. Oui, Stéphane, d'abord, bravo pour ta présentation. Vraiment très, très intéressant. Une petite question à te poser. Dans le dernier cas, tu as mis, bien que nous n'avions pas de perforation de la membrane sinusienne, une éponge collagène, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est systématique chez toi de mettre l'éponge collagène, même si nous n'avons pas de perforation de la membrane? Alors, je le fais de plus en plus, ne serait-ce que pour il n'y en a pas vraiment le besoin, qu'on soit bien d'accord. Mais je le fais de plus en plus pour protéger la membrane sinusienne pendant la manipulation et le passage instrumental, le passage de la seringue, le passage de la compresse. Je me suis rendu compte que finalement, c'est une protection que j'accorde, qui est une protection à vil coût. Et effectivement, cela permet vraiment de protéger cette membrane sinusienne. C'est quand même un petit peu stressant d'avoir cette membrane qui est là. Donc, je cherche à la protéger avant de faire un passage instrumental et avant de mettre en place le comblement. J'avoue que j'ai depuis d'excellents résultats et je suis beaucoup plus détendu. Donc voilà, je vois que tu as l'œil, en tout cas, David. Une deuxième petite question, Stéphane. Dans le premier cas, et dans un cas classique où nous avons une déchirure de la membrane sinusienne, mais une grande déchirure, c'est-à-dire une déchirure où on voit une espèce d'espace tout à fait noir et sombre, et ce que nous n'aimons pas beaucoup, où la membrane a complètement disparu, on n'arrive même plus, elle était tellement fine qu'elle s'est comme volatilisée. Maintenant, lorsque tu mets ta membrane collagène pour faire on va faire une espèce de cage comme ça pour tenir ton bondapatite, est-ce que tu fixes ta membrane collagène ou pas? Alors, c'est ce qu'on appelle la technique du punching, c'est-à-dire nous créons avec la membrane collagène. Attention, il ne s'agit plus d'un simple pangène, que l'on soit bien d'accord. Il s'agit d'une membrane collagène résorbable long terme. Hein, ça, c'est très important. Alors, il y a de nombreuses membranes. En l'occurrence, moi, je vais utiliser une membrane PRED, la membrane évolution, qui a une morphologie que j'apprécie, une morphologie ovale suffisamment large, que je peux découper très facilement et qui est suffisamment rigide. Bon, voilà ce que j'utilise personnellement. Alors, la technique du punching, soit nous avons suffisamment encore de membrane sinusienne, de membrane de Schneider, pour qu'elle se colle tout simplement et qu'elle puisse obturer la déchirure, ou alors si nous avons véritablement une déchirure énorme, à ce moment-là, il est très facile de suturer la membrane résorbable long terme en perforant, en faisant des petites perforations au niveau de la corticale vestibulaire par lequel vous pouvez passer à ce moment-là votre aiguille à suture et venir bloquer votre membrane résorbable long terme en la suturant directement à la paroi. Et dans ce cas-là, il suffit de faire une petite perforation avec une fraise extrêmement fine, une fraise pointue, très fine, de façon à passer le fil simplement. Donc, parce que sinon, effectivement, je n'ai pas de point d'appui pour suturer cette membrane.
Donc, c'est une technique, c'est la technique de punching. On crée une poche et on va à ce moment-là injecter l'ogma bloqué par la membrane long terme sur laquelle viendra sans aucun problème se régénérer la membrane sinusienne de Schneider qui viendra faire sa croissance de façon classique. Merci. C'est moi qui te remercie. Alors, je vais laisser la parole à mon ami, le docteur Ramiro Zera Legal. Alors, il faut savoir que le docteur Ramiro a fait un premier cycle de médecine à l'université de Saragosse, suivi d'études d'un DU d'implantologie et de parodontologie à l'université de Paris 5, ce qui nous permet d'avoir un conférencier de talent qui maîtrise le français de façon admirable. Il est l'auteur de nombreuses publications, il est l'auteur de nombreuses interventions également dans des conférences espagnoles, mais également dans des conférences de niveau international. Le docteur Ramiro est professeur en titre à l'Université de Madrid. Docteur Ramiro Zahera Legal, je vous laisse la parole, c'est à vous. Il va nous entretenir, alors je me permets d'introduire le sujet, il va nous entretenir de la pose d'implant immédiat avec ouverture latérale. Donc c'est justement une autre technique, une technique qui est facilitée par l'utilisation de l'ogma bondapatite. Docteur Ramiro Zahera Legal, mon ami Ramiro, c'est à vous, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Berg, pour cette présentation. Merci beaucoup à l'équipe AOMA International pour cette invitation et aussi à AOMA France pour m'inviter à cette conférence. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'élévation du plancher de... Deux secondes. L'élévation du plancher et placement d'implants dans la même séance. Petit problème technique, une seconde. Un des problèmes principaux qu'on se retrouve aujourd'hui dans la pratique de clinique en implantologie, c'est le traitement de l'atrophie postérieure du maxillaire. Dans la partie postérieure, beaucoup de fois, on a un os de mauvaise qualité et on a une quantité d'os, diminution de la quantité d'os. C'est pour ça qu'on doit chercher des techniques pour pouvoir poser notre implant. Beaucoup de fois, c'est dû à une perte prémature des molaires et prémolaires qui nous fait avoir une pneumatisation excessive du sinus. Alors, notre objectif quand on va faire une élévation de sinus, c'est de créer une formation d'os vital à l'intérieur du sinus. Si on va poser des implants, avoir une intégration de notre implant dans l'os et réussir une survie à long terme de notre implant une fois qu'ils sont avec une charge fonctionnelle. C'est sûr qu'on peut avoir d'autres alternatives possibles et éviter de faire des élévations de sinus. Il y a des cas où on peut utiliser des implants plus courts ou poser des implants d'une façon angulée et éviter de faire une élévation de sinus. Mais ce n'est pas possible dans tous les cas, comme le cas que je suis en train d'exposer maintenant, où il y a une atrophie complète de la partie postérieure. On doit faire une élévation de sinus et en même temps une augmentation latérale. Alors, aujourd'hui, on va discuter tous ces critères. Quand on peut poser un implant d'une façon immédiate, quand il faut le retarder, quel est le temps qu'on doit attendre, les avantages qu'on peut avoir avec le bondapatite en même temps si on utilise pour les élévations de sinus. Pour ça, on va aller sur le classement de Mitch. Mitch nous fait un classement selon l'auteur de os résiduels. Il nous fait un classement en largeur et aussi en hauteur. En largeur, il nous dit le type A, c'est quand on a une largeur supérieure à 5 mm, et type B, quand on a une largeur de vestibulaire palatine entre 2,5 et 5 mm. C'est très important d'avoir la largeur parce que ça va nous conditionner notre stabilité primaire de l'implant. Pour l'auteur, la classification de Mitch, il y a un classement 1, le premier classement, ça serait 12 mm, il n'y a pas besoin de faire élévation de sinus. De 10 à 12, non plus. Classement 3, de 5 à 10, on pourrait faire élévation de sinus
parfois crestal, et classement 4, moins de 5 mm, on pourrait faire l'élévation de sinus par voie latérale. Si on utilise le classement d'auteur dose résiduelle de Jensen, il nous dit que le classement A, il y a 10 mm d'auteur, alors il n'y a pas besoin de faire élévation de sinus. Le classement B, il nous dit qu'il y a de 7 à 9 mm d'auteur résiduaire jusqu'au plancher, alors on fera une technique atraumatique avec des osteotomes de Summers. Classement C, on a de 4 à 6 mm d'auteur dose résiduelle et on fera une technique traumatique immédiate. Immédiat, ça veut dire qu'on fera l'élévation du plancher et en même temps, on peut poser les implants. Classement D, on a une hauteur de 1 à 3 mm résiduelle et on va faire une technique latérale de régénération et on va poser notre implant d'une façon retardée. Si on regarde la révision, on fait une révision bibliographique de différentes auteurs, on va retrouver que le facteur le plus important pour le succès d'une technique dans un seul pas, one step, c'est réussir une stabilité primaire de l'implant une fois qu'on fait notre chirurgie. C'est plus important la stabilité première de l'implant que la quantité d'os résiduelle. Comment on réussit une bonne stabilité primaire? Aujourd'hui, on a une bonne stabilité grâce à la surface de notre implant. Et les surfaces seront de plus en plus rugeuses. Et aussi, il faut la fréquence avec laquelle on prépare notre forêt pour poser les implants. Quelquefois, il faut passer une fraise de moins d'un diamètre mineur avant de poser notre implant. Et c'est très important d'avoir une bonne largeur osseuse et un bon entraînement professionnel, une courbe d'apprentissage. Si on fait une révision aussi d'auteurs comme le Chiapasco dans l'année 1994, ils ont obtenu des meilleurs résultats avec les techniques dans une seule étape, placement d'implant et sinus lift dans la même étape, une taxe de succès d'un 97% en comparaison dans 2 étapes qu'ils ont eu une taxe de succès d'un 91%. Alors, les indications qu'on veut faire une élévation de sinus et placement d'implant dans la même séance, notre indication, c'est réussir une augmentation de la disponibilité d'osseuse verticale dans la zone postérieure du maxillaire, de façon qu'on puisse poser un implant de 10 mm ou un peu plus. Très important qu'on n'ait pas une perforation de la membrane sinusienne, qu'on puisse placer l'implant dans la position idéale. Si on ne peut pas placer l'implant dans notre position idéale, il faudra retarder notre chirurgie dans une deuxième étape. Qu'on ait une crête osseuse d'auteur résiduale, l'auteur de 3 à 4 mm avec une largeur suffisante. Qu'on puisse avoir une stabilité primaire de l'implant. Et si on fait, si on fait avec le STEL, le coefficient ISQ doit être à partir de 65. Avantage quand on fait une technique latérale de wall approach et on pose l'implant dans la même séance, ça nous permet de voir une vision directe de l'intégrité de notre membrane. On peut avoir une augmentation verticale beaucoup plus grande qu'avec des osteotomes de Summers. L'avantage d'utiliser le bon apatite, c'est qu'on va réussir le même résultat que si on utilise de l'os autologue Gold Standard. On va avoir une formation osseuse, on va avoir une régénération osseuse, on ne va pas avoir une réparation osseuse. C'est un produit il est bactériostatique, il va être adhésif, ça va nous faciliter l'utilisation à l'intérieur du sinus. Et dans un premier temps, quand on l'utilise, on va avoir un 100% de stabilité de la greffe. Pas besoin d'utiliser de membrane. Une fois que le bon apatite va durcir, il va éviter la pénétration des cellules épithélioconnectives. Et si on fait une technique one step, on va réduire le numéro de chirurgie, moins de morbidité pour le patient
et notre traitement va être beaucoup plus court. Dans 4 mois, on peut avoir un résultat. C'est une procédure cliniquement prévisible. Quand on fait l'élévation du sinus, c'est le protocole numéro 5. J'ai fait une petite légère modification du protocole numéro 5 pour arriver au succès de élévation de plancher du sinus et placement de l'implant dans la même séance. Alors, protocole, je l'ai appelé protocole 5.1, élévation du plancher du sinus par voie latérale, implant immédiat, one step. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre fenêtre d'accès, on va décoller la membrane, on va remonter la membrane sinusienne. Deuxième étape, on va utiliser les forêts pour préparer le site implantaire. On peut protéger la membrane avec la LED à travers la fenêtre d'un périostome. On va activer la seringue. La différence quand on fait élévation du plancher du sinus et on ne pose pas l'implant dans la même séance, on attend 1 minute pour qu'il durcisse. Dans cette technique, on ne va pas attendre 1 minute. On va activer la seringue et on va l'utiliser immédiatement. On va déposer le ciment dans le sinus, dans la partie postérieure et médiale du sinus, et on va appuyer avec une compresse sèche le ciment grâce à un instrument entouré d'une compresse sèche. On va placer notre implant avec le contre-angle dans le site implantaire et on va redéposer du ciment pour couvrir l'implant et la fenêtre. Ça va faire une technique sandwich. Toujours en finir en appuyé avec une compresse sèche, on suture et pas besoin d'utiliser de membrane. Je vous ai préparé un petit cas clinique dans une vidéo en expliquant la technique. Le cas qu'on veut poser le 15 et la 16, on a une hauteur de 4 mm. On va faire notre incision avec une décharge dans la partie initiale, l'embryon d'épaisseur totale. On fait le dessin de notre fenêtre, l'entresemis 1 mm par-dessus le plancher du sinus pour pouvoir bien décoller la membrane. On décolle. On voit bien que le patient respire la membrane. Il n'y a pas de perforation. Le premier implant, il n'y a pas besoin de faire l'élévation. Deuxième implant, on va se retrouver une partie dure, c'est la partie du plancher du sinus, juste on va retrouver le vide. On passe les forêts, on va poser des implants de 3,75 pour 10. On vérifie l'auteur. On active la seringue et la modification, c'est qu'on n'attend pas une minute. L'axe complètement latéral, on ne va pas vers la partie du haut pour ne pas esquinter la membrane. On fait une compresse avec la compresse sèche, une deuxième couche. On fait pression toujours avec l'aide d'un périostome sur la paroi vestibulaire. Ça ne casse pas. On active une deuxième seringue. L'avantage qu'on va voir, c'est que comme le bon apatite, c'est un produit qui a beaucoup de porosité, on va avoir une très bonne irrigation vasculaire. Et une fois qu'on sèche et il durcit, il n'y a plus besoin de poser de membrane. On peut faire une fermeture directe. Alors, dans ce cas,
qu'est-ce qu'on a réussi? On a fait une élévation du plancher, on a posé l'implant dans la même séance et on peut faire une charge de l'implant au bout de 4 mois. On a réduit le timing traditionnel quand on pose un implant. Et voilà la présentation. Bon, je remercie à toute l'équipe AOMA pour m'inviter et surtout pour la présentation du Dr Baer. Et s'il y a des questions... Merci Ramiro, Dr Zera, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je pense que ça a beaucoup intéressé, enfin moi ça m'a beaucoup intéressé, je pense que ça a beaucoup intéressé les confrères également. C'est une approche extrêmement intéressante, bravo pour votre Oui. conférence. Est-ce que je peux me permettre une question? Donc l'épaisseur, puisque tout se joue au niveau de l'épaisseur, finalement pour vous, l'épaisseur idéale pour ce type de technique au niveau du plancher du sinus, c'est quoi? Précisez-nous l'épaisseur idéale. L'idéal, c'est entre 4,5 et 5. Merci. L'idéal, c'est toujours plus, quoi, mais le minimum, avoir 4,5. 4,5. Et j'ai vu que vous avec un périostome, vous maintenez une pression vestibulaire. J'imagine que c'est parce que vous recherchez, vous faites un forage, un sous-forage, et que donc vous induisez une pression forte au moment du vissage. Je fais un sous-forage pour avoir une stabilité première de mon implant, et je fais toujours une pression avec le périostotum parce que sinon j'ai le risque que la paroi se casse. Bien sûr, bien sûr. Docteur Zera, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Bravo Ramiro. Et maintenant, nous allons accueillir Dr David Baranès. Alors, Dr David Baranès, c'est le conseiller technique, le conseiller scientifique d'Ogma France, mais c'est également un conférencier international qui intervient à la fois en Israël et qui intervient également en Espagne. Nombre d'entre nous ont suivi ces présentations et ces formations à l'époque où on pouvait encore faire des formations. Le docteur Baranès a participé à la mise au point du produit. C'est les techniques que nous utilisons aujourd'hui et les protocoles que nous utilisons aujourd'hui ont été mis au point par le docteur Baranès et bien sûr le docteur Yahav. Il exerce une activité exclusivement chirurgicale, mais reste, on va dire, dans la recherche, puisqu'il est hautement présent au niveau de la firme Ogma, Ogma International, en plus d'être conseiller technique de Ogma France. Docteur Baranès, c'est à vous pour le traitement des atrophies maxillaires postérieures à l'aide du bondapatite. Et je crois que vous avez une surprise pour nous, puisque vous allez nous présenter aujourd'hui une alternative aux techniques classiques. Alors, nous vous attendons avec impatience. Docteur Baranès. Merci Stéphane. Merci Stéphane et bravo à vous tous. Hein. Merci, bravo à toi Stéphane et à Ramiro. Vraiment, je n'espérais pas, voici près de 4 ans ou 5 ans, voir des confrères améliorer les protocoles et donner leurs propres protocoles pour arriver à des résultats extraordinaires. Parce que ce produit, c'est un produit qui ne fait que commencer et nous sommes en train de travailler très sérieusement aussi avec le docteur Ramiro, qui est un très bon ami, sur des sujets qui nous concernent tous, des sujets d'augmentation verticale et des sujets de périimplantite à l'aide du bondapatite. Et j'espère bientôt, avec lui, eh bien, découvrir de nouvelles propriétés de ce matériau merveilleux. Alors, je suis épaté par vos présentations. Je vais aujourd'hui utiliser, on va dire comme ça, quelques... Je vais effacer. Je vais essayer de m'effacer pour pouvoir... Voilà. On va utiliser aujourd'hui 2 articles importants, mais ce sont des articles qui font une récapitulation de plusieurs articles. Le premier article du journal nous fait part de 1652 sinus, vous pensez bien, donc c'est quelque chose d'un chiffre très impressionnant pour nous. Et le deuxième article, eh bien, il réunit 663 articles.
Et je pense que c'est bien d'avoir toujours une vue d'en haut grâce à des bases de données comme PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane et Google Scholar. Ce sont des possibilités pour nous de voir ce qui se passe dans le monde, dans notre monde professionnel. Alors, qu'est-ce qui sort de ces articles-là? Eh bien, on l'a vu avec Dr Stéphane, on l'a vu avec Ramiro, les complications qui viennent après un Open Sinus Lift, je l'ai mis comme ça, OSL, Open Sinus Lift, c'est-à-dire augmentation du plancher du sinus par voie latérale. On va aller un peu en abrégé. Eh bien, la perforation de la membrane, selon ces milliers d'articles, eh bien, le pourcentage de perforation est entre 0 et 58,3%. Alors, généralement, on s'arrête à 45%, 45,8%, mais de nombreux articles arrivent à 58,3%, ce qui est énorme. On arrive aussi comme complication à 22% d'infection sinusale post-opératoire. C'est énorme aussi. Les hémorragies, hématomes, atteinte du paquet vasculaire nerveux infraorbitaire, migration d'implant, mais aussi atteinte de l'artère alvéolaire postéro-supérieure. C'est quand même, on va dire, assez lourd. Et pourtant, nous avons besoin d'aider nos patients et de leur mettre des implants là où nous n'avons pas d'os au maxillaire supérieur, région postérieure. Mais avec des complications pareilles, croyez-moi que si j'étais patient et que je savais que nous avons la possibilité d'avoir une 58,3% de perforation, eh bien, je réfléchirais à 2 fois avant de me faire un Open Sinus Lift. Bon, mais tout n'est pas perdu, parce que la perforation de la membrane ne veut pas dire non plus échec. Alors, nous allons voir. La perforation de la membrane en elle-même, les facteurs aggravants, eh bien, premièrement, c'est son épaisseur. L'épaisseur idéale, elle est entre 1 et 2 mm. Si elle est moins épaisse que de 1 mm, sa finesse, eh bien, par sa finesse, elle va se déchirer très facilement. Si elle est très épaisse, ne croyez pas que vous avez tout gagné, parce que si elle est très épaisse, c'est sa qualité qui n'est pas bonne. Donc, l'idéal, c'est entre 1 et 2 mm. Bon, mais il y a un autre facteur qui intervient dans la perforation de la membrane, c'est la forme du sinus. Vous pensez bien que de faire une élévation de plancher du sinus dans un sinus de cette forme-ci n'est pas la même difficulté que dans un sinus de cette forme-là. Et là, vous voyez pertinemment aussi l'artère alvéolaire postéro-supérieure qui, elle, peut arriver jusqu'à 2 mm de diamètre. Et croyez-moi que lorsqu'on atteint une artère pareille, eh bien, vous pouvez avoir des jets de sang qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres. C'est assez impressionnant. Donc, on voudrait quand même essayer d'éviter tout ça, mais c'est ce qui arrive, c'est notre métier de tous les jours. Alors, la troisième chose le troisième élément qui intervient dans l'augmentation des perforations des membranes sinusiennes, ce sont les septa. Lorsqu'on a un septa sinusien, on arrive, selon ces milliers d'articles, tout le monde est d'accord, jusqu'à 63% de perforation de la membrane sinusienne. C'est beaucoup. Et le quatrième facteur, c'est l'aptitude du praticien. Donc, nous allons voir maintenant comment peut-on gérer ces perforations. Alors, la première perforation, c'est une petite perforation qui est de moins d'1 millimètre. C'est ce que disent tous nos confrères dans ces articles professionnels. Le pronostic est bon. Comme vous l'a montré Stéphane tout à l'heure, on peut tout simplement mettre une éponge collagène pour fermer ça, et puis vous faites votre sinus. C'est ce que nous avons fait dans ce cas-là. Maintenant, si votre perforation est plus importante que 1 mm, mais elle fait 2 mm, c'est une perforation moyenne de 2 à 3 mm, eh bien, vous pouvez la suturer. On peut suturer une membrane, pas tout le temps. On peut la suturer si elle est épaisse.
C'est ce que nous avons fait ici, et nous sommes revenus au cas premier avec une toute petite perforation. Nous avons fait notre élévation du plancher du sinus. Ou utiliser, comme vous l'a montré Stéphane, je ne reviens pas, utiliser une membrane collagène, tout simplement, et faire une espèce de poche pour pouvoir faire votre sinus. Maintenant, lorsque nous avons une grande perforation, alors là, ça devient un autre problème, et nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais le cas n'est pas très, on va dire comme ça, sympathique. Le tableau suivant va nous faire une petite récapitulation. Les complications, perforation de la membrane, hémorragie ou hématome, atteinte de l'artère alvéolaire postéro-supérieure et les sinusites. Si nous voyons la différence, les différentes pratiques chirurgicales entre la voie latérale et la voie crestale d'abord du sinus, nous voyons que nous sommes quand même très loin en avant, on va dire comme ça. Par la voie crestale, nous avons beaucoup moins de perforation, presque pas d'hémorragie, atteinte de l'artère bien non, puisque nous ne faisons pas d'accès latéral, et moins de 1% de sinusite. Donc, on va pencher, bien sûr, pour éviter ces complications, parce que, encore une fois, et nous sommes tous d'accord, et moi le premier, lorsque je fais une élévation du plancher du sinus par voie latérale, et que ma membrane sinusienne fuit complètement et que je vois un espèce de vide sombre qui se présente devant moi, eh bien, croyez-moi, je ne sais pas si mon opération va marcher ou pas. Je ne sais pas. Donc, je voudrais essayer d'arriver à une situation qui va me dire, bon, eh bien, j'ai 95% de succès, je fonce. Et pour ça, eh bien, il faut avoir 4 mm au moins d'os, comme vous l'avez dit, comme l'ont dit nos amis. Maintenant, nous avons moins que 4 mm d'os. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces complications de l'open sinus lift? Eh bien, on va s'appuyer sur deux choses. On va s'appuyer sur, premièrement, l'effet ostéorégénérateur du banc d'apatite. Nous allons avoir une régénération osseuse et aussi son effet de barrière qui a été proposé par Soto Santi et tous les autres, vous voyez. On va s'appliquer à utiliser ces deux propriétés pour trouver la solution. La nouvelle solution, pour éviter ces complications-là, eh bien, je l'ai appelée technique Baranès, mais on aurait pu l'appeler par un nom beaucoup plus long que j'ai voulu éviter. Alors, appelez-la comme vous voulez. Ce sera peut-être, comme l'a fait le docteur Ramiro, un protocole numéro 6 ou 5.3, c'est possible. Regardons et voyons de quoi il s'agit. Le protocole, il est ainsi. Faire un lambeau d'épaisseur totale. OK. Prendre une grosse fraise boule diamantée, monter sur turbine ou au piezo, si vous voulez, et fraiser délicatement jusqu'à la membrane. Fraiser au niveau crestal. Donc, on répète, nous sommes dans un cas où nous avons 1, 2 ou 3 mm d'os en sous-sinusien. Vous prenez votre fraise boule, et nous allons le voir, nous allons voir un petit film, quelques petits cas. Donc, on prend sa fraise boule et on fraise délicatement jusqu'à la membrane. On repousse la membrane de 4 à 5 mm et pas plus, même si j'ai vu lors de notre WhatsApp, eh bien, un confrère qui est arrivé à repousser énormément sa membrane jusqu'à 10 à 15 mm, c'était formidable. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas faire ça. Et vous allez voir pourquoi. On repousse la membrane seulement de 4 à 5 mm, à l'aide d'un ostéotome assez épais, 3,2 mm. On introduit le banc d'apatite dans le pertuis, on pousse, et puis on ferme le pertuis à l'aide du banc d'apatite, parce qu'il a cet effet de barrière. Et 4 mois plus tard, eh bien, on fait un Summers classique. Donc, ça veut dire, si vous voulez, pour ne pas l'appeler la technique Baranès, on va l'appeler technique de Summers 2 fois, la première fois sans mettre l'implant et la deuxième fois en mettant l'implant. Alors, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Alors, nous avons ici, normalement, un petit film qui va nous montrer comment. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire démarrer? Voilà. Voilà. Alors, nous devons
extraire 2 secondes. 2 secondes, peut-être que je vais vous remettre un petit peu en arrière. Voilà, voilà le cas. Hein. Nous allons faire donc un implant avec un Summers classique en 15 et nous allons enlever, nous allons extraire la 16, mettre un implant en c'est la 17. On va mettre un implant en 17 après cette 17-là, mais on va mettre un implant intermédiaire là où nous n'avons que 1 ou 2 mm. Comment faire? Alors, vous allez voir. Voilà le cas. Voici le Summers en bas. Et regardez là où nous avons la molaire, nous n'avons que 1 mm d'os. On a enlevé la dent, je vous passe parce qu'il faut aller un peu vite. Nous avons mis nos 2 implants comme nous voulions. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On prend une fraise boule montée sur turbine et regardez délicatement, on fraise en cristal, jusqu'à ce que nous arrivions à notre membrane. Bien sûr, on ne perfore pas la membrane, on y va doucement. Il faut le faire par quelques petits à-coups. Votre fraise doit être bien aiguisée, doit être neuve, pour ne pas avoir à forcer. Voici, ça commence à saigner, donc nous avons notre membrane et nous prenons notre ostéotome et nous repoussons notre membrane. Alors, quelquefois, il reste un petit mur. Il faut savoir que cette fraise est une fraise boule, donc vous avez une concavité seulement. Donc, il reste un petit peu d'os sur les côtés. Il faut frapper un petit peu avec votre maillet chirurgical, sonder de temps en temps. Est-ce que nous sommes encore dans l'os? Il faut y aller doucement. Et voilà. Là, nous avons pénétré et nous allons repousser délicatement notre membrane. Alors, de combien? De 4 mm et pas plus. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à 4 mm. C'est de faire mon futur Summers. Et pas plus. Donc, on met notre produit. Comme nous avons poussé notre membrane, eh bien, on ne va pas la déchirer lorsqu'on va mettre notre bande apatite. Elle est protégée, elle est levée déjà à 4 mm. Nous remplissons tout simplement cette espèce de cône que nous avons fait avec le bande apatite. Tout simplement. Vous ne pouvez faire cette opération qu'avec le bande apatite, avec aucun autre matériau. Et c'est simple à comprendre. Si vous utilisez des pâtes, vous ne pourrez pas les gérer. Si vous utilisez des granulés, vous ne pourrez pas non plus les gérer. Et là, on est venu fermer, grâce à l'effet barrière du bande apatite, qui est décrit dans de nombreux articles. Nous ne mettons pas du tout de membrane, on n'a aucun intérêt à mettre de membrane. Nous fermons, nous avons encore l'endroit de la 7, on met un pansement intraoral et regardez ce que nous obtenons. Au bout d'une semaine, vous connaissez ce genre de cicatrisation et nous avons obtenu ici nos 5 mm pour pouvoir mettre notre implant plus tard à l'aide d'un Summers et voici ce que nous avons obtenu. Donc, nous sommes partis avec 1 mm d'os et nous avons mis un implant de 3,75 sur 10. C'est assez exceptionnel. On ne peut pas mettre un implant de 3,75 sur 10 lorsqu'on a 1 mm d'os sans passer par une voie latérale, comme nous l'ont dit nos confrères. Là, nous l'avons fait. Voyons si ça marche. Cas numéro 1. Vous voyez, un septa. Bon, septa, ça veut dire possibilité de déchirure augmentée. Ici, je n'ai qu'un millimètre. Nous allons mettre ici notre implant avec un Summers, ici un implant avec un Summers, voici les 2 préparations, et puis au milieu, nous allons faire notre technique. La fraise boule, comme vous l'avez vu, et là, regardez bien ces photos, elles sont très intéressantes. Vous voyez ici votre os sur 2 mm. Et là, on va faire un Summers classique, on est d'accord, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez un os de 2 mm ici. Et lorsque vous voyez cette lumière, votre sialytique qui vient refléter à l'intérieur de votre pertuis, vous avez tout gagné.
Ça veut dire que votre membrane est intacte et que c'est tout simplement le sang de votre membrane. Sinon, vous auriez vu ici, tout simplement, eh bien, un trou noir si vous aviez touché et déchiré la membrane. Donc, nous sommes très bien. Nous allons, pour repousser la membrane, je vous ai passé la photo, mais il faut pousser la membrane avec votre ostéotome sans mettre le bond d'apatite, puis après mettre le bond d'apatite, et puis vous fermez avec votre bond d'apatite, vous en servez comme barrière, pas de membrane. Qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien voilà, au bout de 4 mois, 4 mm d'os. C'est le chiffre que j'aime le plus, 4. Parce qu'à partir de 4, comme nous l'a dit le professeur Ramiro, eh bien on peut faire un Summers. Et voilà ce que nous avons mis. Un 3,75 sur 10, là où nous n'avions que 1 mm d'os. Voyons le deuxième cas. C'est un patient qui doit extraire sa prémolaire, mais il ne veut pas rester sans dents. Donc, nous allons mettre un implant ici. Là, nous avons notre septa. Nous allons mettre un implant ici. Nous n'avons que, regardez, 1 à 2 mm. Et puis, nous construirons, le praticien construira son bridge avec un cantilever ici lorsque nous extrairons notre prémolaire et nous ferons un comblement au sol et du bond d'apatite. Aujourd'hui, nous n'avons que 1 à 2 mm ici. C'est exactement là. Vous pensez que nous pouvons mettre un implant de 3,75 sur 10? Oui. Regardez cette photo. Les 2 mm d'os. Et puis là, vous voyez votre membrane avec cette petite lumière blanche de votre sialytique qui montre que tout est intact. Ça, c'est après l'avoir repoussé. Regardez l'ostéotome. Ça, c'est la marque numéro 8 de 8 mm. Nous sommes ici qu'à 5 mm. N'allez pas plus loin. Pourquoi n'allez pas plus loin? Dans la membrane, vous avez deux choses. Vous avez l'élasticité de la membrane sinusienne et vous avez son adhérence. L'élasticité, elle peut aller jusqu'à 130% d'élasticité. Et il y a son adhérence. Son adhérence, généralement, elle n'adhère pas beaucoup. Si vous poussez votre membrane jusqu'à 10, 12 mm, c'est possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever l'adhérence de part et d'autre de votre pertuis sur une longue distance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez mettre votre bond d'apatite, eh bien, vous allez remplir, vous allez être très content, mais vous avez perdu quelque chose. C'est que ce manque d'adhérence de votre membrane va faire que lorsqu'il y aura une pneumatisation de votre sinus, lorsque le patient va respirer, et il faut qu'il respire, eh bien, il va frotter sur votre bond d'apatite. Il va donc entraîner sa disparition. Et vous n'aurez pas le résultat que vous auriez voulu avoir, tout simplement par le frottement de la membrane sinusienne sur votre bond d'apatite. Donc, voyons ce que nous allons obtenir. Voilà. Vous voyez ce cône? C'est ce que vous devez obtenir. Un cône d'environ 4 à 5 mm. Et 4 mois plus tard, nous avons obtenu nos 4 mm pour pouvoir faire notre Summers classique. Et nous avons mis ici un 4,2 sur 10. Après le Summers. Nous n'avions qu'un millimètre. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas fait d'ouverture latérale et je ne suis pas rentré dans les complications éventuelles d'un décollement d'une membrane par voie latérale. Troisième cas. Nous allons mettre un implant ici classique avec un Summers classique, mais là, nous n'avons qu'un millimètre. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un 3,75 sur 10, comme l'a dit le professeur Ramiro, minimum 10 mm? C'est bien. Même vue, regardez, 2 mm d'os ici, on voit le sialytique ici sur le sang, c'est magnifique, la membrane est intacte, on la repousse de 4 mm seulement à 5 mm, pas plus, vous mettez votre bond d'apatite et vous le pénétrez jusqu'à ce que vous retiriez à chaque fois de votre ostéotome un demi-millimètre, jusqu'à ce que vous fermiez complètement votre pertuis à l'aide du bond d'apatite qui servira de membrane. Et regardez ce que nous avons obtenu. Le technicien s'est arrêté à 3,30, mais on est au moins à 5 mm ici.
Et nous avons pu mettre un 315 sur 10, là où nous n'avions que 1 mm d'os. Quatrième cas, la même chose, 2 mm. Il n'est pas question de faire un summer, c'est de mettre l'implant le jour même. Surtout pas, ne vous amusez pas à ça. Vous allez perdre votre implant dans votre sinus pour le récupérer. Après, ça peut être compliqué. Là, nous avons une artère, une double artère qui se trouve ici, à l'endroit de ma fenêtre. Eh bien, on ne va pas rentrer dans les complications. On va faire avec nos fraises boules arriver jusqu'au plancher du sinus. Regardez cette photo, 2 mm d'os. Et là, cette lumière qui est réfléchée sur le sang de la membrane sinusienne. Nous mettons notre bande apatite, nous fermons avec le bande apatite, pas de membrane, vous le savez maintenant, et regardez ce que nous avons obtenu. Vous voyez ce dôme-là? C'est exactement ce que nous voulons obtenir. 4 mm d'os, alors que nous n'avions qu'un seul millimètre, et nous avons pu mettre un 315 sur 10. Cinquième cas. C'est le tout premier cas que nous avons fait lorsque nous avons testé cette technique. Alors, nous allons pouvoir faire ici un Summers classique. Là, nous avons voulu, lorsque j'ai repoussé la membrane, j'ai vu que j'ai pu la repousser jusqu'à 10, 12 mm. J'étais très, très content. Mais lorsque j'ai revu mon scanner après 4 mois après, eh bien, je n'avais obtenu qu'1 millimètre. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce possible? Eh bien, c'est ce que nous avons dit. Lorsque vous décollez votre membrane ici trop haut, vous allez la décoller sur les côtés. Ainsi, chaque pneumatisation du sinus va venir frotter sur votre bande apatite et le faire disparaître petit à petit. Lorsque vous faites un pertuis qui vous permet de repousser votre membrane seulement de 4 mm, eh bien, votre membrane est adhérente ici et là. Donc, vous aurez une résorption du matériau minimale. Alors, nous sommes contentés, vu que nous avions une hauteur de couronne très petite, de mettre ici un 4,2 sur 8 qui a un BIC identique à un 375 sur 10. Le cas numéro 6, la même chose. Ce que vous devez obtenir, c'est ce champignon, ce dôme, tout simplement de 4 à 5 mm. Alors que nous n'avions qu'un seul millimètre d'os ici. La même chose dans ce cas-là, vous devez obtenir ce dôme de 4 à 5 mm qui nous permettra de mettre un implant plus tard ici. Le dernier cas, c'est un praticien qui est venu se faire traiter chez nous. Avec une périimplantite, nous avons dû enlever des implants et là, nous n'avions qu'un seul millimètre d'os. Vous pensez qu'on puisse mettre sur 1 mm d'os un implant de 315 sur 10? Eh bien, regardez, nous avons utilisé un implant ici ptérygoïdien, qui est un très bon implant qui peut vous éviter de mettre quelquefois, de faire votre open sinus lift, mais il faut prendre des cours pour faire cet implant ptérygoïdien. C'est un très bon implant, d'accord, mais qui peut être dangereux si on ne l'utilise pas comme il faut. Eh bien, regardez ce que nous avons obtenu au bout de 4 mois. Notre champignon. Et là, nous avons pu, après avoir mis notre champignon, mettre un implant de 4,2 sur 10, alors que nous n'avions qu'un seul millimètre d'os. Ainsi, comme mes confrères, eh bien, à l'aide des propriétés du bande apatite, nous avons pu trouver une solution. Je ne dis pas qu'elle est unanime, je ne dis pas qu'elle est bonne dans tous les cas. Aujourd'hui, je suis à mon 18e cas. Sur 18 cas réalisés, eh bien, nous avons eu 18 succès. C'est-à-dire, nous avons pu mettre un implant, lorsque nous sommes partis de 1 mm d'os, de 3,75 sur 10 ou 4,2 sur 10, mais minimum 10 mm, là où nous avons fait cette procédure. Alors, vous allez me dire, écoute, tu as toujours des membranes de 1 à 2 mm, alors si c'est comme ça. Eh bien, si la membrane est fine et qu'elle est déchirée, eh bien, il n'y a pas de crainte. Vous avez fait un pertuis. Vous avez déchiré votre membrane parce qu'elle est fine. Vous n'êtes pas responsable, elle est fine. Vous avez travaillé comme il faut. Eh bien, vous fermez votre pertuis à l'aide du bande apatite. Vous suturez tout ça, vous mettez votre pansement intraoral et vous avez terminé. Tout ça, ça va se remettre en
en place, il va y avoir une régénération osseuse de votre partie crestale, comme vous l'a montré Stéphane, et vous allez pouvoir réintervenir une deuxième fois, 3 ou 4 mois plus tard, et refaire encore une fois votre opération, qui est simple. Elle est délicate, c'est vrai, mais elle est simple et elle vous permet de ne pas rentrer dans des complications. Voilà. Merci à vous. Et sachez que c'est une première mondiale. C'est la première fois que je parle de cette technique d'une manière aussi exhaustive et aussi précise. Elle va faire le sujet d'un article dans les journaux. Je vous tiendrai au courant, les journaux professionnels. Mais vous êtes les premiers au monde à avoir accès à cette technique. Merci à vous. Ben, merci à vous tous. J'ai quelques questions à vous poser. D'abord, je voudrais tous vous remercier parce que ça a été vraiment très enrichissant, même pour un non-professionnel comme moi, hein, qui ne fait pas de chirurgie. J'en apprends beaucoup avec vous. Allons-y. Je vais commencer par une question. Si on décide de combler le sinus et de poser les implants en même temps, je pose d'abord l'ogma et les implants ou d'abord les implants et après l'ogma? Ramiro. D'abord, ce qu'on fait, on fait le forêt, on fait l'augmentation du sinus. D'abord, après, on fait notre forêt pour voir la profondeur et la largeur de l'implant qu'on va choisir. Après, on fait un premier comblement dans la partie postérieure du sinus. Après, on pose l'implant et après, on fait un deuxième comblement pour recouvrir. On fait une technique sandwich. Alors, le premier pas, ça serait le comblement. Mais on a toujours préparé avant notre forêt avant de poser des implants. Peut-on réhydrater le ballon d'apatite si j'ai 2 sites à combler avec un espace dans le temps? Y a-t-il une possibilité ou une quantité maxi pour un sinus par voie latérale? Pardon, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut réhydrater le ballon d'apatite si on a plusieurs opérations et qu'il nous en reste dans la seringue? Oui, on peut le réhydrater avec du sérum physiologique. Alors, si vous le réhydratez, je m'excuse, Alex, je m'excuse, je viens rajouter à ce qu'a dit Ramiro. Oui, vous pouvez le réhydrater en rajoutant du sérum physiologique, mais sachez que vous avez déjà fait son setting. Donc, vous êtes en présence de sulfate de calcium qui est hémihydraté parce qu'il est déjà dur. Vous allez le réhydrater, mais vous n'aurez pas une deuxième fois la consistance de ce que vous avez eu lors du premier setting. Parce qu'il est déjà pris. Alors, vous utiliserez son potentiel biologique de libération d'ion calcium, ce qui est extraordinaire, d'accord? Mais n'attendez pas d'avoir le même effet ciment, le même effet ciment que lors d'une seringue, première seringue. Alors, comment être sûr de la réussite d'un sinus lift et de l'ossification? Je vais vous poser la deuxième question. Quand l'hydroxyapatite n'est-elle plus présente dans le sinus? Deuxième question. Le 3D bond n'est-il pas plus indiqué pour un sinus lift? Stéphane, tu veux répondre? Alors, avec plaisir. On va commencer, en fait, on va prendre les questions à l'envers. Le 3D bond, en fait, c'est du sulfate de calcium biphasé et de l'hydroxyapatite, mais qui n'a pas l'hydroxyapatite. L'ogma bond apatite, c'est du sulfate de calcium biphasé et de l'hydroxyapatite. La différence, c'est le temps de résorption. Le 3D bond va se résorber beaucoup trop vite pour un sinus lift. Par contre, il peut être intéressant pour des comblements alvéolaires sous-sinusiens, parce que comme il se résorbe beaucoup plus vite, la membrane n'aura pas la possibilité d'adhérer à l'os, alors qu'un comblement sous-sinusien avec de l'ogma bond apatite, vous avez un risque d'adhésion de la membrane à l'os et donc ensuite un risque augmenté de déchirure. Le 3D bond, vous pouvez aussi l'utiliser en application dans des cas d'apposition latérale, mais pas forcément, il n'est pas, je pense, indiqué pour des comblements de sinus lift parce qu'il va se résorber trop vite et donc il ne va pas jouer son rôle de comblement. L'hydroxyapatite, en fait, bien, elle sera présente, oui ou non, peu importe.
Ce qui est intéressant avec le bondapatite, c'est que c'est extrêmement biorésorbable. Ce qui veut dire qu'en cas de perforation de la membrane de Schneider et en cas de diffusion de bondapatite, de dogma bondapatite dans l'espace muqueux sinusien, en fait, ça ne présente absolument aucun danger puisqu'il y aura une résorption qui va intervenir extrêmement rapidement. Et pour terminer, comment peut-on être sûr de la réussite d'un sinus lift et de l'ossification? Je crois que le CBCT est absolument indispensable. Il va y avoir évidemment au niveau du CBCT des petits cristaux d'hydroxyapatite qui vont continuer à briller et qui vont nous permettre éventuellement de voir précisément la limite osseuse. Mais le CBCT est totalement indispensable pour l'évaluation préimplantaire. Ensuite, quand est-ce qu'on va avoir le résultat? Eh bien, ma foi, quand on posera les implants, parce que c'est le moment où vous forez, c'est le moment où les copeaux d'os dans le forêt vont vous indiquer que vous êtes dans l'os, et c'est le moment où vous aurez une résistance et où vous pourrez sonder avec des sondes sinus spécifiques pour voir au niveau du forage ce que vous avez comme type d'os. Donc, CBCT et expérience clinique. J'espère avoir répondu à la question. Oui, parfait Stéphane. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose, c'est que sur beaucoup de sinus réalisés, je pense que je vais être confirmé par Ramiro et par Stéphane, il ne peut pas y avoir de tissu de granulation après une élévation du plancher du sinus avec le bondapatite. C'est impossible. Donc, vous pourrez obtenir uniquement que de l'os. Alors, c'est ce qui nous amène à la question suivante. Le bondapatite est ostéo-inducteur et ostéo-conducteur, point d'interrogation. Non, le bondapatite n'est pas ostéo-inducteur. Le bondapatite est ostéoconducteur, mais il est aussi bioactif. Alors, au point de vue médico-légal, comment va-t-on prouver que l'on a implanté au bon moment? Ça, je vous laisse répondre, mes amis. Au point de vue médico-légal, ce qui va être recherché, c'est le résultat, les aléas et le suivi des protocoles. À partir de là, les protocoles sont clairs, les aléas sont connus sur ce type d'intervention, c'est la déchirure classique, mais aussi la reconstitution. S'il y a déchirure de la membrane, mais qu'il y a eu reconstitution, il n'y a absolument pas faute du praticien. Maintenant, on ne peut prouver que l'on a implanté au bon moment, que si le protocole a été respecté, c'est-à-dire si le temps nécessaire à la reconstitution osseuse, c'est-à-dire 6 mois pour un sinus lift, a été respecté. Si vous implantez avant, vous prenez avant 5 mois, vous prenez évidemment des risques cliniques et qui ne pourront pas être soutenus lors d'une expertise. Merci. Je voudrais rajouter aussi qu'il faut voir aussi les indications. Peut-être au point de vue légal, voir exactement qu'il n'y ait pas d'infection dans le sinus avant de faire une élévation de sinus. Simplement rajouter que l'indication, c'est la correcte du traitement. C'est certain. Tout à fait. La résorption osseuse post-op est-elle importante après 5 à 10 ans? Écoutez, à long terme, le docteur Amos vous l'a montré, un cas à 5 ans, nous ne pouvons plus avoir de résorption osseuse. Puisque, à part la résorption osseuse physiologique que chaque humain a dans son corps, mais à part ça, vous ne pouvez pas avoir de résorption du matériau. Le matériau n'existe plus. Le matériau a été entièrement remplacé par l'os du patient et cet os du patient reste. Au bout de 5 ans, nous avons aujourd'hui 7 ans, 8 ans de recul. Nous avons exactement les mêmes hauteurs après 8 ans d'apposition du bondapatite. Alors Stéphane, quand tu fais ton cas, tu actives les 4 seringues en même temps avec les compresses stériles ou tu les actives l'une après l'autre? Alors, pour répondre à la question de Marie-Hélène, j'active les seringues progressivement
une après l'autre. J'active une seringue, je pose le produit, ensuite j'active une autre seringue. Ça me permet d'une part de ne pas gâcher du produit et puis deuxièmement de pouvoir prendre mon temps lors de l'application et de n'avoir pas un produit trop dur. Sinon, je risque de me retrouver sur la dernière seringue avec un produit trop dur. Donc, j'active doucement, on va dire, les seringues l'une après l'autre. Et pour répondre à d'autres questions, la membrane résorbable que j'utilise est une membrane PRED de type évolution, mais il y a d'autres membranes résorbables long terme. Merci. Comment Dr Baranès pousse-t-il la membrane avec l'ostéotome? Et comment je la repousse? Eh bien, une fois qu'on a fait ce premier pertuis avec notre fraise boule diamantée neuve, montée sur turbine, et en effleurant la crête, eh bien, vous allez avoir une concavité. Alors, une concavité où vous aurez encore de l'épaisseur sur les bords de cette concavité-là et où le fond de la concavité sera très proche de la membrane. Eh bien, vous mettez votre ostéotome et vous donnez des petits coups de maillet sur votre ostéotome. Maintenant, si vous n'arrivez pas à pénétrer, ça veut dire qu'il vous reste encore un peu trop d'os. Vous pouvez prendre une fraise diamantée plus petite et enlever cet os résiduel sur le pourtour de cette concavité. Et après, très délicatement, vous poussez avec votre ostéotome. C'est simple, hein, ça n'est pas compliqué. Il faut juste un petit peu d'habilité. Question de Maurice. Est-ce que ce n'est pas plus simple d'utiliser un piézotome? Absolument. C'est ce que j'ai marqué dans le protocole, ou piezo ou fraise boule diamantée, ce que vous aimez. Quel est le diamètre des fraises que tu utilises? Pour les fraises diamantées, excuse-moi. La fraise diamantée, la grosse fraise diamantée, elle fait environ 4 mm de diamètre pour mettre un ostéotome de 3,2. Ok. Une question pour le Dr Baranès. L'élévation de la membrane sinusienne au niveau des kystes volumineux intrasinusiens n'a pas de suite défavorable pour l'implant ou risque infectieux augmenté? Interrogation. Il faut faire attention de quoi on parle. Premièrement, il aurait fallu savoir de quelle sorte de pathologie nous avons dans notre sinus. Pour ça, il faudrait faire une analyse histologique, ce que nous ne faisons pas tout le temps. Si vous avez un mucocèle ou vous avez un polype, les polypes, je vous rappelle que la littérature nous dit que nous ne savons pas d'où ils viennent et ils se résorbent de la même manière qu'ils sont venus. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois, vous l'avez vu dans quelques cas, la présence de polypes et repousser une membrane et tout simplement mettre le banc d'apatite et l'implant. Et puis, 7 mois plus tard, on voit qu'il n'y a plus de polypes. Alors, pourquoi? On ne sait pas. La littérature reste avec un point d'interrogation. Maintenant, si vous avez, comme l'a dit le professeur Amiro, si vous avez une infection sinusienne, et ça, il faut faire une très bonne analyse, eh bien, il est évident, on ne met pas ni de banc d'apatite, ni d'implant, parce que votre membrane sinusienne, elle est quand même poreuse. Hein, elle laisse passer quand même des bactéries. Alors, comment sait-on qu'on a mis assez de matériaux? C'est dans quel cas? À mon avis, quand tu poses avec les ostéotomes... Alors, très bien, très bien. On pousse la membrane jusqu'à 4 à 5 mm. Ça y est, la membrane est poussée, pas plus. Vous mettez votre produit et vous enlevez un demi-millimètre à chaque fois de votre ostéotome. De telle sorte que vous allez combler un espèce de dôme sur 5 mm. Et c'est exactement ce que vous voulez. Tout simplement, enlevez petit à petit de votre ostéotome un demi-millimètre, un demi-millimètre, un millimètre, jusqu'à ce que vous arriviez à 1 mm. Vous voyez que vous n'avez qu'à boucher avec la dernière seringue de banc d'apatite. C'est-à-dire quoi, tu laisses l'ostéotome en place? Non, pas du tout. Pas du tout. L'ostéotome vient repousser la membrane. Une fois qu'on l'a repoussé, eh bien, on met le banc d'apatite et on pousse avec l'ostéotome le banc d'apatite en retirant l'ostéotome petit à petit de 1 mm, de 1 demi-millimètre, pour pouvoir combler tout ce dôme que nous avons vu une dizaine de fois aujourd'hui. Ok.
Je veux simplement témoigner et dire que le docteur Baranès a utilisé cette technique sur moi. Pas de risque lors de la deuxième Summers et décoller la première greffe. C'est vrai. Voilà. C'est un praticien venu de France qui est venu nous visiter pour faire cette technique, absolument. Exactement. Alors, pour le docteur Baranès, encore une fois la seringue activée, on injecte de suite ou on attend 1 minute. Bravo, bravo. Je ne l'ai pas dit, vous avez raison de poser cette question. Il faut attendre. C'est comme si vous faisiez un Summers sans mettre l'implant. Il faut attendre exactement 2 secondes. Vous attendez 3 minutes avant de la mettre. Ce n'est pas 1 minute, c'est 3 minutes alors. Hein, oui, on absolument. Précise. 1 minute, c'est pour le protocole numéro 5 que vous a expliqué le docteur Amiro pour faire les sinus par voie latérale. Alors, docteur Berg, pouvez-vous nous redonner le nom du ciment que vous avez utilisé pour les couronnes sur implant? Alors oui, pour les couronnes sur implant, je pose maintenant avec un ciment, on va dire, ce n'est pas un ciment définitif, j'utilisais avant du Fuji, mais c'est beaucoup trop dur. Et pour la couronne sur implant, j'utilise maintenant l'ES-Temp, qui est, je crois, distribué par Oufti. Je crois qu'on peut le trouver sur le site oufti.fr, il me semble. On le trouve sur Oufti, sur Safe Implant. Voilà, très bien. Pourquoi turbine et pas forêt pour le docteur Baranès? Non, non, pas de forêt du tout. Pas du tout. Vous avez beaucoup moins de sensations tactiles avec un forêt. Hein, il est long, le forêt. Vous êtes très loin de votre site. Donc, vous le gérez beaucoup moins facilement. Vous prenez une turbine, vous ne la faites pas fonctionner à 300 000 tours minute, pas du tout. Qu'elle soit bien irriguée, et puis vous effleurez votre crête petit à petit, petit à petit. Mais le piezo aussi, absolument. Et le piezo est très bienvenu, hein. Il n'y a aucun souci. Et tu utilises des ostéotomes convexes ou concaves? Non, convexes, pour repousser la membrane convexe. Les concaves sont faits pour apporter le produit, mais je ne les utilise même pas. J'utilise le même convexe pour pouvoir pousser le produit. Je vous remercie à tous. Il n'y a plus de questions. Ce fut vraiment très sympathique d'avoir une interaction voilà, entre vous tous et d'avoir une conférence aussi dynamique. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup et chaleureusement. Bonne soirée à chacun. Merci à tous. Au revoir les amis. À bientôt.